Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur France 24, c'est Paris Direct, il est 18h, on va passer les 2 prochaines heures ensemble. Je suis ravi de vous retrouver, voici nos titres ce soir. À la une, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir voulu tuer Vladimir Poutine au Kremlin à l'aide de drones. Kiev dément des Ukrainiens qui, et c'est prouvé, multiplient les opérations de sabotage en préparation de leur grande contre-offensive. On va en parler avec le général Dominique Trinquant dans le fait du jour. A tout de suite, général. À la une également, l'aide humanitaire toujours aussi difficile à acheminer au Soudan où 6 camions ont été pillés. Ils étaient en route pour le Darfour. La trêve annoncée hier doit elle entrer en vigueur ce jeudi. Cela n'empêche pas l'exode toujours massif des civils. Et puis à suivre vos rendez-vous habituels. Il y a également cette fusillade dans une école de Belgrade. C'est notre 3e titre aujourd'hui. Il y a 9 morts. Le tireur est un adolescent. Il est âgé de 14 ans et il avait une liste des élèves sur lui. Voilà donc pour le programme pour les titres. À suivre vos rendez-vous habituels, l'économie avec Johanna Citruc. Elle va nous emmener aujourd'hui aux États-Unis où les scénaristes sont en grève, on en parle depuis lundi. Un mouvement qui pourrait avoir des conséquences internationales car il pourrait retarder le tournage de nombreux films et séries télé. Vos préférés peut-être. Il y aura les sports après avec la victoire notamment de Lens hier à Toulouse en Ligue 1 avant le choc Lens-Marseille de ce week-end. Et puis le débat c'est à 19h10 comme d'habitude. On va parler aujourd'hui de la liberté de la presse en Afrique. Elle est en recul dans plusieurs pays. Vous connaissez désormais le programme total en espérant qu'il vous plaise. Tout de suite, c'est le journal. Et on commence ce journal avec le fait du jour. L'accusation est lourde, la Russie l'assure, l'Ukraine a tenté d'attaquer le Kremlin à l'aide de 2 drones, une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine, c'est ce que clame Moscou. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, l'a dit, Kiev n'a rien à voir avec cette attaque présumée. Il a tenu une conférence de presse il y a quelques instants. Peu importe, pour un haut responsable russe, il faut désormais détruire le gouvernement ukrainien. L'Ukraine qui, et c'est vérifié, multiplie les sabotages ces derniers jours, que ce soit en Crimée mais aussi près de Saint-Pétersbourg. Le tout, bien sûr, dans l'optique de sa grande contre-offensive. Avant de donner la parole à mon invité, les images, elles vous sont commentées par David Gilbert. Impossible d'authentifier ces images qui tournent depuis ce matin sur les réseaux sociaux russes. L'engin qui explose au-dessus du Kremlin serait un drone. La présidence russe n'a pas perdu de temps pour pointer du doigt ceux qu'elle estime responsables de cette attaque. La nuit dernière, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin avec des drones. 2 drones visaient le Kremlin. Les engins ont été mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radars de guerre électronique. Nous considérons ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président. Moscou ajoute que Vladimir Poutine, qui est réapparu dans la journée dans sa résidence proche de Moscou, ne se trouvait pas au Kremlin au moment des faits. Du côté de Kiev, on nie toute responsabilité. Concernant les drones au-dessus du Kremlin, tout est assez transparent et clair, mais je vais quand même en parler. Tout d'abord, l'Ukraine n'a bien sûr rien à voir avec cela, car de telles actions n'ont aucune valeur militaire. Le maire de Moscou annonce interdire tout survol de la ville par des drones. Le défilé du 9 mai qui commémore la victoire russe sur l'Allemagne nazie est lui maintenu dans la capitale. Contrairement à plusieurs défilés prévus en province le même jour, notamment dans la province de Briansk, frontalière de l'Ukraine, où 2 trains de marchandises ont été sabotés à l'aide d'engins explosifs lundi et mardi. La nuit dernière, c'est un dépôt de carburant de la région russe de Krasnodar, près de la Crimée, qui a pris feu, soit 5 jours après une attaque de drone sur un autre dépôt, celui de Sébastopol en Crimée. Kiev continue de garder le silence sur tous ces événements. Et je salue mon invité, le général Dominique Trinquant. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Tout d'abord, sur cette attaque présumée au drone contre le Kremlin, contre Vladimir Poutine, quel crédit accordez-vous à la déclaration russe? Il faut la prendre avec des pincettes ou pas? Oui, c'est assez peu vraisemblable. D'abord, il y a une contradiction. Les Russes disent qu'ils l'ont neutralisé, les drones, grâce à des systèmes électroniques, c'est-à-dire en fait le brouillage qui fait tomber le drone. Or, sur l'image, on voit clairement le drone exploser.
Ça paraît plutôt, d'abord, ce sont des drones qui ne viennent pas de très loin, donc qui viendraient de Russie et qui ont explosé, probablement détruits par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il est probable que ce soit une manipulation russe pour faire croire à une attaque sur le Kremlin, de façon à alimenter la propagande. L'attaque contre le chef est quelque chose d'extrêmement mal vécu en Russie, d'autant qu'on annonce bien sûr que tout de suite que ce sont des terroristes. Donc il y a assez peu de vraisemblance à une attaque ukrainienne sur le Kremlin, qui de toute façon aurait très peu de chances de réussite compte tenu des systèmes de défense qui sont mis en place pour protéger le président Poutine. Selon vous, ça peut donc être un objectif de communication qui est poursuivi aujourd'hui par le Kremlin? Oui, alors on voit que la tension monte avec l'arrivée de la prochaine offensive ukrainienne. Donc il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises par le Kremlin. Le défilé du 9 mai, dont on a vu que même s'il est toujours annoncé à Moscou aujourd'hui, il est limité. Il n'y aura pas, par exemple, le défilé du régiment des Immortels, donc les citoyens ne pourront pas défiler. Et maintenant, la mairie de Moscou vient de prendre la mesure de protection en interdisant les drones. Donc on verra ce qui se passera le 9 mai, mais on a l'impression qu'il y a un certain nombre de mesures de protection qui sont prises, et ça peut être le prétexte à ces mesures de protection, comme un prétexte aussi à l'escalade, puisque l'attaque du président russe pourrait être en fait un prétexte pour attaquer le centre névralgique de la présidence ukrainienne. Alors on le sait, dans les premiers jours qui ont suivi le 24 février 2022, date évidemment du début de la guerre à grande échelle en Ukraine, les Russes ont tenté d'assassiner Volodymyr Zelensky, plusieurs fois d'ailleurs. Les Ukrainiens peuvent-ils avoir comme objectif aujourd'hui d'éliminer Vladimir Poutine ou pas ? Ça peut être un souhait, disons, mais un objectif me paraît difficile. Les mesures prises, encore une fois, pour la protection du président Poutine, le mettent plutôt à l'abri, et en tout cas à l'abri d'une attaque aérienne. Ça pourrait être plutôt des attaques par des bombes qui pourraient être placées à un endroit où il se rendrait, comme cela a été annoncé il y a une semaine, lorsqu'un drone a été découvert dans la forêt à 80 km de Moscou. Il transportait 17 kilos d'explosifs, et on pense que ces explosifs étaient peut-être destinés à des résistants ou des Ukrainiens infiltrés pour tuer le président Poutine. Donc oui, la volonté de le faire peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens se concentrent sur autre chose. C'est l'offensive qu'ils doivent mener dans les semaines qui viennent. On va en reparler. Dernière question avant cela. Cette attaque présumée contre le Kremlin, elle peut marquer, selon vous, un virage dans la guerre. Un haut responsable russe a appelé cet après-midi à détruire le gouvernement ukrainien après cette attaque présumée, donc. Mais les Russes ont intérêt à jouer l'escalade, parce qu'ils savent très bien que l'offensive sur le terrain va être très dure pour eux. Ils ne sont pas sûrs de la contrer. Ils n'ont déjà pas été capables de mener leur offensive d'hiver de façon victorieuse. Donc, contrer une offensive ukrainienne reste très aléatoire pour eux. Donc, ils ont intérêt à faire grimper la tension au niveau stratégique. Le niveau stratégique, ce sont les frappes qu'ils font dans la profondeur avec le drone depuis plusieurs jours, plusieurs nuits plus exactement, mais aussi la menace vers le gouvernement ukrainien. Alors on en a beaucoup parlé sur France 24, les Ukrainiens ont multiplié les sabotages, une ligne électrique a été endommagée près de Saint-Pétersbourg, un dépôt de carburant en feu dans un village proche de la Crimée annexée, autant d'actions qui sont selon vous un avant-goût, une préparation de cette offensive, c'est comme ça que vous l'appelez vous? Oui, alors moi je dis plutôt qu'elles font partie de l'offensive. Sur le plan stratégique, si vous voulez, le formatage du champ de bataille en détruisant les PC, la logistique, voire les éléments de guerre électronique russes qui ont été pas mal touchés ces derniers temps, ça anticipe l'opération sur le terrain, mais ça prépare le terrain pour cette offensive, oui. Et justement, cette offensive, elle pourrait prendre quelle forme? Une attaque massive, groupée, ou au contraire des attaques ciblées sur un pan de territoire restreint? On rappelle que les Russes tiennent un front de 800 km, c'est énorme. Oui, alors il s'agit pour les Ukrainiens de faire vraiment un changement de rapport de force. Donc je pense plutôt à une offensive massive sur un point, 2 points ou 3 points, je ne sais pas, pour essayer d'enfoncer la défense russe qui est solide, mais essayer de la contourner, voire d'atteindre la mer d'Azov ou la Crimée, de façon à vraiment provoquer un basculement dans le rapport de force et contraindre les Russes, à négocier.
Merci pour votre précieuse analyse et je vous dis à bientôt sur l'antenne de France 24. La Russie, elle, n'a pas tardé à réagir à cette attaque qu'elle impute donc à l'Ukraine, vous l'avez compris. Moscou a mené des frappes massives dans la région de Kherson, au moins 16 morts et 22 blessés. Raids aériens menés notamment contre un supermarché et la gare de la capitale régionale. Voilà donc pour cette page consacrée à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La trêve de 7 jours doit entrer en vigueur demain. Direction le Soudan, où les combats entre armée et FSR font rage depuis le 15 avril. Eau, médicaments ou encore nourriture. Sur place, la population manque de tout depuis plusieurs jours et continue à fuir quand elle en a les moyens, bien sûr. L'ONU a demandé aujourd'hui des garanties au plus haut niveau dans l'espoir d'acheminer son aide humanitaire. C'est une opération d'une complexité sans nom. La dernière preuve en date, c'était aujourd'hui. 6 camions d'aide en route pour le Darfour ont été pillés, selon l'ONU. Léo Péchard avec Solange Mougin. C'est un long voyage. 13 heures de bus pour parcourir les 800 km entre Khartoum et Port-Soudan. À bord, des hommes, des femmes avec leurs bébés. Beaucoup ont attendu plusieurs jours pour être évacués de la capitale, théâtre des violents affrontements. Ils sont désormais soulagés, mais exténués. Les gens qui viennent de Khartoum fuient la guerre et recherchent la sécurité. Ils arrivent dans des circonstances très difficiles. Certains n'ont pas de nourriture, certains sont malades, d'autres sont très vieux. Les combats se poursuivent, tout comme l'exode de la population. Selon les Nations Unies, plus de 100 000 personnes ont fui à l'étranger depuis le début du conflit le 15 avril dernier, un chiffre qui pourrait grimper jusqu'à 800 000. Enfin, plus de 300 000 ont été déplacés à l'intérieur du pays. La route principale reste celle entre Khartoum et Port-Soudan par bus, puis par bateau. Mais ils sont également nombreux à emprunter celle en direction de l'Égypte. Plus de 40 000 ont déjà traversé la frontière. Le Tchad, l'Éthiopie et le Soudan du Sud accueillent aussi de nombreux réfugiés. Avant le début des affrontements, un tiers des Soudanais dépendaient de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, les besoins en nourriture et en eau sont d'autant plus énormes. Les fonds nécessaires sont gigantesques. L'appel conjoint de 1,75 milliard de dollars pour le Soudan en 2023 n'est financé qu'à hauteur de 14%. Autrement dit, les organisations humanitaires des Nations Unies et nos partenaires sont confrontés à un déficit de financement de 1,5 milliard de dollars. Le programme alimentaire mondial a recommencé à fournir de l'aide après une pause liée à la mort de 3 employés dans le pays. Médecins sans frontières a également réussi à distribuer de l'équipement médical. Mais les organisations le savent, ces aides sont loin d'être suffisantes. Le bilan est lourd avec au moins 115 morts. Le nord et l'ouest du Rwanda sont aujourd'hui sous l'eau. Des pluies diluviennes, vous le voyez sur ces images. Sur place, les inondations ont provoqué d'importants glissements de terrain. Un nombre plus important de victimes pourrait être découvert malheureusement dans les prochaines heures. Après 24 heures marquées par des échanges de tirs et de roquettes, une trêve a été annoncée à Gaza. Une nouvelle flambée de violence après la mort dans une prison israélienne hier de Kader Adnan. C'est une figure du djihad islamique. Jules Boiteau. Transporté par la foule dans les rues de Gaza, la dépouille d'un homme palestinien tué dans son sommeil par un raid de l'armée israélienne. Nous dormions tranquillement et nous avons entendu des tirs d'obus. Un bloc de béton est tombé à cause du bombardement sur le toit et il est tombé sur la poitrine de mon père. Il a été transféré à l'hôpital Al-Shifa à minuit, mais il est mort dans la matinée. Plusieurs personnes ont aussi été blessées par les frappes nocturnes de Tsahal. De l'autre côté, une centaine de roquettes ont été tirées par des groupes armés de Gaza depuis mardi, faisant au moins 3 blessés dans la ville de Sderot. Cette nouvelle flambée de violence intervient après la mort de Kader Adnan, haut responsable du djihad islamique, qui était en grève de la faim depuis près de 3 mois dans sa prison israélienne. Mais après 24 heures d'escalade, le djihad islamique, organisation considérée terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne, a annoncé une trêve avant l'aube. Ce cycle de confrontation est terminé, mais la marche de la résistance continue et ne s'arrêtera pas. Plusieurs pays, dont l'Égypte et le Qatar, sont intervenus pour obtenir un retour au calme. Le dernier affrontement d'ampleur entre Israël et le djihad islamique, en août 2022, avait causé la mort de 49 Palestiniens, dont 19 enfants.
C'est la dernière illustration en date du retour progressif de Bachar al-Assad sur la scène internationale. Le président iranien Ebrahim Raïssi est à Damas, l'occasion pour lui de soutenir son homologue syrien qui, selon lui, a, je cite, remporté la victoire dans son pays. 13 ans qu'une telle visite n'avait pas lieu. C'était en 2010, un an donc avant le début de la guerre civile syrienne. Dans le reste de l'actualité, la Serbie est sous le choc après cette fusillade meurtrière survenue dans une école de la capitale Belgrade. Un fait rarissime dans le pays. Il y a au moins 9 morts, dont 8 enfants. Le tireur est un élève de l'établissement, âgé de 14 ans. Il a été arrêté. Thibaut de Barberac. Visage dissimulé sous un manteau, le suspect est embarqué par la police. Cet adolescent de 13 ans est l'auteur présumé de la fusillade dans cette école primaire de Belgrade. Tout aurait commencé aux alentours de 8h30. Le garçon aurait utilisé l'arme de son père et ouvert le feu dans le couloir de l'établissement. Il aurait ensuite poursuivi son parcours criminel dans une classe avant d'être arrêté par la police. J'étais en bas en cours de sport et j'ai pu entendre les tirs. C'était non-stop. Ce n'était pas un coup à la fois. Ça tirait sans arrêt. Le bilan est lourd. Plusieurs élèves et le gardien sont tombés sous les balles du tueur. D'autres sont gravement blessés. Les parents paniqués sont immédiatement venus aux nouvelles de leurs enfants. Ma fille est vivante, mais c'est inimaginable. Elle a vu un jeune homme tomber sous les balles. Elle s'est mise à courir, elle pensait que le garçon avec l'arme lui courait après. Elle est très choquée, mais elle a pu me parler. Selon la police, le suspect avait planifié l'attaque depuis un mois, mais le mobile est pour l'heure inconnu. Voici une liste des enfants qu'il envisageait de tuer. Il a lui-même dessiné les plans d'entrée et de sortie de l'école. Ces plans ont été retrouvés sur son bureau. Comme il le dit lui-même ici, il s'est fixé des objectifs prioritaires. Cette tuerie de masse provoque un immense choc dans toute la Serbie. Les fusillades dans ce pays des Balkans sont extrêmement rares. La dernière remonte en 2013. Un vétéran de guerre avait alors tué 13 personnes dans un village serbe. Des faits inédits, alors que la Serbie est le 3e pays au monde en termes de circulation d'armes à feu. 39 armes pour 100 habitants. Un taux élevé, lié aux différents conflits qui ont touché les États d'ex-Yougoslavie dans les années 90. La Norvège est toujours première, la Corée du Nord encore bonne dernière de la classe. Reporters sans frontières a publié aujourd'hui son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. La France gagne 2 places et se retrouve 24e. Un rassemblement était justement organisé à Paris où un hommage a été rendu aux journalistes tués pour avoir voulu informer. Il y en a trop bien sûr dans le monde et notamment à Ghislaine Dupont et Claude Vernon à qui nous pensons nos confrères de RFI assassinés au Mali en 2013. Hommage aussi rendu à Camille Lepage tué en Centrafrique en 2014. Vous l'avez vu sur ces images, le journaliste Olivier Dubois qui a passé 23 mois en captivité au Sahel y était. On va l'écouter. C'est important pour moi d'être là aujourd'hui parce que c'est une journée de défense de la liberté de la presse. Je suis journaliste, j'ai été kidnappé, enlevé pendant près de 23 mois et je crois que le travail qu'on fait est d'une importance capitale. On cherche à informer, c'est notre motivation première. Donc un jour comme le 3 mai, un jour comme cette journée mondiale de la liberté de la presse, là c'est important, ils doivent être là. Au Sahel c'est compliqué, oui, puis c'est pas qu'au Sahel. Quand on regarde que la liberté de la presse a reculé ces dernières années, on peut se poser la question. Quand on regarde le nombre de journalistes qui étaient emprisonnés dans le monde, on peut aussi se poser la question. Au Sahel c'est compliqué, mais dans beaucoup de points malheureusement dans le monde c'est compliqué aussi. Voilà pour Olivier Dubois. La principale menace selon Reporters sans frontières, c'est la désinformation de plus en plus utilisée d'ailleurs par les pouvoirs politiques eux-mêmes. On voit tout cela avec Alexandra Quarini. Je vais y arriver. Au premier rang du classement, la Norvège, pour la 7e année consécutive. Et en dernière position, sans surprise, la Corée du Nord. Dans cette cartographie mondiale, certains pays enregistrent des chutes records, comme le Sénégal, modèle régional jusqu'à peu, qui perd 31 places. La France, elle, gagne 2 places, passant du 26e au 24e rang. Un gain qui n'empêche pas Reporters sans frontières de déplorer les violences subies par les journalistes lors des manifestations. Selon l'édition 2023 de ce classement de référence, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10.
RSF dénonce particulièrement l'implication des acteurs politiques dans la majorité des pays et des campagnes de désinformation massive ou de propagande. Au service de cette industrie du simulacre, comme la nomme RSF, l'intelligence artificielle, ces images de Donald Trump, du pape ou encore d'Emmanuel Macron composées par l'IA sont devenues virales. C'est un écosystème de l'information aujourd'hui où celui qui crie le plus fort, qui est le plus outrancier, a une forme d'avantage du fait du fonctionnement des algorithmes et puis de nos biais cognitifs à tous. Rapidement partagées, rarement vérifiées, les données toujours plus nombreuses qui circulent sur les réseaux sociaux représentent une source d'inquiétude, largement mise en avant dans ce dernier rapport d'RSF. On en vient à la grève des scénaristes à Hollywood. Elle a été actée lundi. C'est une grande première depuis 15 ans. Des centaines d'auteurs ont donc abandonné plume ou clavier. Et hier, ils ont défilé pour la première fois devant le siège des studios. Nos correspondants à Los Angeles, bien sûr, y étaient. Voici leur reportage. Les scénaristes passent à l'action. Les pancartes ont remplacé les écrans d'ordinateur. No contract, no scripts. No contract, no scripts. Ils sont des centaines au pied des bureaux de Netflix. Netflix, symbole du streaming qui a bouleversé l'industrie du divertissement. Les plateformes sont là depuis un moment, mais aucun ajustement n'a été fait. Elles ont atteint une masse critique au point que nous sommes prêts à faire grève aujourd'hui. Elles n'ont montré aucune volonté d'agir sans la menace d'une grève. Les revendications estimées à 600 millions de dollars sont multiples. Les scénaristes veulent par exemple un nombre d'auteurs garanti sur une série télévisée. Ils se méfient aussi du recours potentiel à l'intelligence artificielle. Ils veulent voler notre âme, ils veulent vraiment nous remplacer. Plus besoin de royalties, plus besoin de rien du tout. Le mouvement concerne tout Hollywood, des plateformes de streaming comme Netflix et Amazon, aux studios historiques comme ici, à Sony. Avant, je gagnais 2 à 3 fois plus que mes revenus grâce à mes droits d'auteur à chaque fois qu'une série était diffusée. Mais maintenant, je ne gagne qu'une fraction de cela. Les scénaristes ne sont pas seuls dans leur combat. Les syndicats des réalisateurs et des acteurs vont démarrer leurs propres négociations dans quelques jours. Sans les auteurs, nous ne pouvons pas travailler. S'il n'y a pas de scénaristes pour écrire les séries qui nous intéressent, ça nous affecte donc nous aussi. De la même façon que si les acteurs se mettent en grève, les scénaristes n'ont personne pour qui écrire. Les plateformes de streaming semblent plutôt à l'aise avec cette grève. Elles disent avoir suffisamment de contenu pour proposer des nouveautés à leurs abonnés pendant encore plusieurs mois. Et la WGA, le syndicat des scénaristes, a de son côté un fonds de soutien aux grévistes estimé à 20 millions de dollars. L'actualité internationale, c'est aussi cette image captée par la caméra vidéo du véhicule d'un policier américain. On reste aux États-Unis. L'homme est sorti miraculeusement indemne d'un accident. Vous allez le voir alors qu'il effectuait un contrôle de routine dans la région de Fairfax, c'est près de Washington. On voit tout cela avec Claire Vérov. Il s'agissait d'un banal contrôle de vitesse pour ce policier américain. Quand soudain, une voiture hors de contrôle les percute de plein fouet. Fauché, le policier se relève immédiatement et appelle les secours. 911 Bravo, Serving Rescue, Serving Units, accident. My cruiser was hit, driver was hit. I'm trying to check on injuries. Miracle, personne n'est sérieusement blessé. Au volant de la voiture, un adolescent qui conduisait 110 km/h au-dessus de la limite autorisée. Il roulait à près de 200 km/h quand il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a dérapé. Une voiture ne peut pas rouler si vite sur l'autoroute. À cette vitesse pourtant, le policier, alerté par le crissement des pneus, parvient à fuir de justesse dans une course qui lui est salvatrice. Il s'est relevé tout de suite après la collision et est immédiatement passé derrière la barrière de sécurité. Il a pris sa radio et a décrit calmement ce qui s'était passé. Peu de gens en seraient capables. Issue miraculeuse, mais l'adolescent est poursuivi pour conduite dangereuse. Allez, on va marquer une courte pause 5 minutes et Paris Direct revient. Je vous dis à tout de suite.